Chromosome B. Savoir. Idée. Réflexion. Le podcast des éditions Henrik B. Agitateur de neurones. Chromosome B. Apprendre à décoder les secrets de la communication d'influence, ou même apprendre à la pratiquer, c'est changer notre perception du monde. Dans son ouvrage « Comment influencer le changement », Bertrand Beauregard explore toutes les facettes et les outils pour rendre productive la posture et la pratique des métiers de l'accompagnement. Que savons-nous de l'hypnose conversationnelle ? De quoi parle-t-on lorsqu'on évoque la communication hypnotique ? Un livre riche de pédagogie, d'inspiration et d'idées, destiné aux coachs, confirmés ou en devenir, aux managers et communicants, qui met au centre de sa réflexion l'éthique, l'engagement, la responsabilité et, comme l'écrit l'auteur, une humanité tournée vers les autres. Chromosome B. Bertrand Beauregard, vous êtes coach certifié et formateur, vous êtes fondateur et directeur de l'Institut international de coaching humaniste, l'IICH, qui est basé comme vous à Lyon. Vous intervenez dans les organisations et accompagnez individus et entreprises. Vous vous êtes notamment spécialisé dans l'accompagnement des entreprises en hypercroissance. On verra avec vous au cours de cet entretien ce que ça désigne. Vous êtes très engagé vis-à-vis de l'entrepreneuriat social. Vous publiez aux éditions Henrik B. Comment influencer le changement, un très riche outil pédagogique où vous expliquez notamment les principes de la communication hypnotique. Bertrand Beauregard, bonjour. Bonjour Silvano. Vous dites être un entrepreneur actif, passionné par l'humain et l'interculturalité. Est-ce que je peux vous demander comment s'est dessiné votre parcours et comment se sont construites vos valeurs, puisque humanisme et éthique sont au cœur de votre action ? Alors effectivement, c'est vrai que je suis passionné par l'humain et notamment l'interculturalité qui permet d'en apprendre sur soi, sur l'autre, sur les différences et grandir. Vraiment, c'est ma motivation, c'est la croissance intérieure. Et dans chaque activité que je développe, c'est comment on peut contribuer à la croissance de l'autre pour lui permettre de révéler son potentiel. Et donc ça passe par différentes activités entrepreneuriales, dont l'accompagnement des entreprises en hypercroissance, mais aussi l'accompagnement en thérapie brève, notamment en communication hypnotique et en coaching. Alors, vous venez de l'entreprise au départ, Bertrand ? Ah oui, donc mon parcours initial, j'ai une formation d'ingénieur et de manager. J'ai donc intégré un grand groupe international, donc ArcelorMittal, où j'ai été manager notamment sur des projets transverses, des projets en lien avec l'humain et le monde des machines, en France et à l'étranger. Et j'ai toujours été passionné dans mes activités connexes par l'entrepreneuriat social et l'accompagnement, notamment au Brésil, dans des favelas. Dans des favelas, oui. Dans une deuxième étape, ça a été donc de basculer vers le domaine de l'humain pur, au-delà du management, qui est un type d'accompagnement mais qui ne me suffisait pas, pour aller vraiment dans l'accompagnement thérapeutique et coaching. Et je me suis formé et j'ai créé ma société, l'IICH. Il y a toute une partie de l'activité de l'Institut international de coaching humaniste, l'IICH donc, qui est tournée vers l'entreprise, qui, malgré que beaucoup d'individus y passent la plus grande partie de leur vie sociale, reste un endroit très codifié, où c'est pas toujours possible d'être soi-même. Alors comment on fait entrer l'humanisme dans l'entreprise et le coaching humain de surcroît ? Alors effectivement, c'est vrai que quand on parle d'entreprise, on pourrait imaginer un aspect un petit peu codifié, ça dépend des types d'entreprises. Nous, notre enjeu, c'est quand on aborde un client en entreprise, en coaching ou en formation, on va rencontrer d'abord le comité de direction ou le COMEX ou les dirigeants pour vraiment valider leur intention.
en termes d'éthique et développement de la boîte. Donc vraiment, on est dans du co-recrutement de nos clients. Donc on a beaucoup de chance. Et c'est généralement des TPE, très petites entreprises, des PME, voire des ETI, entreprises de taille intermédiaire. Donc on est un peu loin du grand compte, de ce qu'on pourrait imaginer en termes de code. On est vraiment dans une dimension qui allie performance, épanouissement et sens et qui met l'humain au cœur du dispositif. Alors, on parlait dans l'introduction d'entreprises en hypercroissance. Vous pouvez expliquer en quelques mots de quoi il s'agit ? Alors, une entreprise en hypercroissance, c'est une entreprise qui se développe très rapidement, à la fois par son chiffre d'affaires, le développement du potentiel de ses clients, à se dire en part de marché, mais aussi en termes de développement humain, la croissance des équipes en termes de nombre de personnes dans les effectifs. Et puis, du coup, on affronte des problématiques, et c'est ça qui me stimule, qui sont toujours différentes. C'est un peu des moutons à 5 pattes. Et c'est comme ça qu'on nous caractérise à nos clients. On est vraiment un partenaire qui s'engage avec des expertises sur mesure, des spécialités qu'on met au service des besoins de nos clients. Donc ça peut toucher l'aspect RH, l'aspect commercial, l'aspect de la relation client. On a toujours l'humain et les équipes en accompagnement. Je voudrais revenir donc à l'ouvrage que vous publiez aujourd'hui aux éditions Hendrik B, Comment influencer le changement, hypnosis coaching, hypnose conversationnelle et communication hypnotique. Il y a deux notions qui peuvent paraître connotées, dirais-je, en tout cas dans ce titre, c'est celle d'influence et celle d'hypnose, qui laisserait penser peut-être qu'on va agir sur l'autre au-delà de son libre arbitre. Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit ? Alors, donc c'est vrai qu'il y a deux mots qui sont en apposition, l'hypnose et le coaching. Donc, je suis à la fois hypnothérapeute et coach, et je forme donc à l'ICH à ces deux métiers, les métiers de l'hypnothérapie ou de l'influence par la communication hypnotique et les métiers du coaching. Donc, il y a vraiment pour moi une frontière vraiment très marquée entre les deux mondes. Et l'atout dans cette méthode, donc hypnosis coaching, c'est qu'on va utiliser l'hypnose au service du coaché ou de la personne en fait qu'on va influencer pour l'aider à atteindre plus facilement ses objectifs, à dépasser ses croyances. Donc typiquement en fait on va enseigner, transmettre des techniques, et c'est le but de l'ouvrage, qui vont permettre à un coach, à un accompagnant, de transformer des croyances limitantes, des perceptions, pour permettre à la personne d'atteindre ses objectifs, soit en thérapie, mais aussi dans un contexte de coaching, voire d'accompagnement managérial, en utilisant bien sûr l'éthique qui est très chère à mon cœur. Alors justement, vous avez hésité, vous dites au début de l'écriture du livre, qu'est-ce qui vous a semblé difficile ? Alors je le dis dans l'intro, j'ai beaucoup discuté avec des amis, des collègues, thérapeutes, coachs et notamment un ostéopathe sur la notion d'influence et comment la transmettre. Souvent ces techniques elles peuvent être utilisées notamment dans des contextes de marketing ou de politique. Quand vous lisez le livre, vous voyez que c'est applicable à toute relation interpersonnelle, à l'écrit, à l'oral. Et vraiment, ça a été, je suis passionné de communication, passionné d'humain, c'est comment je peux transmettre ça à quelqu'un qui ne connaît pas ce milieu, tout en restant éthique et en imaginant qu'on puisse l'utiliser seulement de manière positive. Et j'ai discuté avec un ami ostéopathe qui m'a dit qu'en fait, la notion d'influence, il me fait, moi je manipule les gens, il me disait, parce qu'en fait il y a une demande toujours. Donc la demande elle est essentielle pour pratiquer l'hypnose et la communication hypnotique, parce qu'en fait on va répondre à cette demande et permettre à la personne de se transformer. Donc quand on va voir un ostéo, en tout cas moi quand je vais voir le mien, c'est j'ai une demande par exemple au cou ou à l'épaule, s'il te plaît aide-moi. Et la personne va utiliser ces techniques. C'est vraiment ça. Il faut voir si on va influencer l'esprit, les perceptions, avec éthique, parce qu'il y a une demande et on va se mettre au service de l'autre. Et vraiment, j'insiste dans tout l'ouvrage. Je pense que le mot éthique, on doit le répéter. Mon éditeur a dû me le mentionner plusieurs fois. De parler d'éthique. C'est important. Mais est-ce qu'il y a un lexique sur l'éthique, quelque chose qui convient à chacun ? C'est quoi l'éthique ? Alors, l'éthique, pour moi, c'est de respecter des valeurs fortes en termes de morale, d'engagement et de respecter le libre arbitre de l'autre. Alors, ça peut paraître paradoxal puisqu'on parle d'hypnose, mais c'est vraiment, en fait, il faut qu'il y ait une demande et qu'on ait vraiment cadré un petit peu la carte du monde de la personne pour mieux la comprendre. Donc, ça demande déjà de comprendre et s'intéresser à l'autre, être centré sur l'autre. Et puis après, de répondre à cette demande avec des techniques pour que la personne se dépasse dans son code de valeurs, qui peuvent être différents des nôtres. Donc c'est vraiment un espace de liberté pour permettre à l'autre de progresser.
C'est pas la première fois que vous publiez, Bertrand Beauregard. Le premier, je pense, était plus tourné vers les techniques managériales. Qu'est-ce qui a motivé de celui-là? Et quand on le lit, on a l'impression que ça vous a mis beaucoup de temps parce qu'il est d'une telle richesse. Il y a 400 pages, c'est j'y reviendrai après, plus des références en dehors du livre. Donc, comment vous avez abordé l'écriture de ce livre? Alors, merci beaucoup pour le feedback. J'en suis touché. C'est effectivement un livre qui est très dense. Il m'a demandé beaucoup de travail et je remercie aussi mon éditeur Henrik de m'avoir challengé parce que c'était vraiment dans le contexte de Covid. À la base, il faisait 200 pages. Donc un livre d'expertise orienté vers des coachs et des thérapeutes. Et la manière de travailler d'Henrik que j'apprécie beaucoup, c'est de permettre à l'auteur en fait de travailler son style, de l'élargir. Et là, il est vraiment tourné vers un accompagnant. Par exemple, là, je suis avec un expert en podcast audio. Vous pourriez utiliser toutes ces techniques dans votre métier pour favoriser un changement ou orienter une interview. Ça pourrait être aussi un aide-soignant, un manager, un thérapeute, un psychologue. C'est vraiment tous les métiers, y compris ceux de la communication ou de la relation interpersonnelle. Donc c'est un livre vraiment tout public. Et ce qui est chouette, et ce qui a demandé beaucoup de travail, c'est de faire un livre un peu innovant, voire beaucoup, sur l'aspect à la carte, où on peut vraiment s'intéresser à un sujet spécifique et le lire un petit peu comme un menu. C'est comme si on était au restaurant et on veut absorber un contenu, l'intégrer, le digérer. On va vraiment à l'essentiel. Puis après, on peut le lire de manière plus linéaire si on le souhaite. Alors, je vous demanderai, on ira explorer un peu quelques endroits dans le livre dans quelques instants. Bertrand Beauregard, on comprend que c'est un livre qui s'adresse aux enfants du siècle, aux itinérants du siècle, je dirais même, parce que vous y faites plusieurs allusions à la pop culture. En introduction, par exemple, il y a une référence à la pilule bleue et la pilule rouge du film Matrix. Alors, le livre, c'est la pilule rouge, ce livre, cette proposition? On devrait peut-être expliquer ce que c'est les deux pilules. Alors c'est vrai qu'en fait, là on se réfère à Matrix, c'est effectivement la pop culture. Je suis né dans les années 80, donc en fait tout ce qui est culture un peu rock, metal, street art, cinéma, ça me parle. L'enjeu c'était un petit peu de rappeler ces codes que je fais de manière naturelle. Et les deux pilules, c'est un peu ouvrir sa carte du monde, changer, ouvrir ses perceptions, aller dans une autre réalité. Et là, si je reviens sur l'école de Palo Alto, il y a la réalité du premier ordre, c'est ce qu'on va percevoir de manière factuelle, vraiment par les sens. Puis il y a notre interprétation, et qui souvent peut être un petit peu décalée ou limitante, et c'est l'enjeu de la communication hypnotique. Donc vraiment, l'enjeu du livre, c'est de challenger les codes et d'emmener dans un autre monde pour explorer les possibles. Chromosome B. Avant d'en arriver au détail des trois propositions qu'il y a dans le titre du livre, hypnosis coaching, hypnose conversationnelle et communication hypnotique, je voudrais, puisque vous fréquentez beaucoup de gens en entreprise, vous formez des étudiants, quel est l'état de la perception de l'hypnose? On a une image peut-être délétère on imagine quelqu'un qui est en transe ou quelque chose comme ça, c'est peut-être plus du tout le cas. Est-ce qu'on est consentant à l'hypnose? Est-ce qu'on s'engage dans un exercice d'hypnose quand on fait un coaching de hypnosis coaching par exemple? Là, il y a un très bon apport que vous faites, c'est selon les publics, je vais expliquer l'hypnose de manière différente. Exemple, quand c'est en entreprise, il peut y avoir des croyances, des peurs très fréquentes vis-à-vis de l'hypnose parce qu'on imagine un hypnotiseur de spectacle. On l'a vu à la télé, on l'a vu en spectacle et on imagine que c'est ça l'hypnose. Ça, c'est une perception très limitante. L'hypnose, en fait, toute communication est à base d'hypnose. Donc ça veut dire que cet état, on le vit plusieurs fois, qu'on le fasse consciemment ou pas. Et il y a deux trucs. C'est à la fois l'état d'hypnose qu'on vit au quotidien. Par exemple, quand on est dans un état de rêverie, quand on lit un livre passionnant, je vous le souhaite, mais ça peut être aussi de provoquer cet état. Et là, on parle de technique hypnotique. Et il y a 3 types d'hypnose vraiment fortes. C'est l'hypnose classique, qu'on revoit en spectacle, est très directive. Généralement, on a l'habitude de dire que ça marche avec une personne sur 5 en termes d'influence, donc il faut une personne suggestible. Et c'est celle-là qui peut faire un peu peur, parce qu'on a l'impression qu'on va être manipulé un petit peu comme une marionnette, ce qui est totalement faux, mais ça donne cette illusion. Donc il faut casser un peu ses croyances. L'hypnose ericksonienne, qui est plutôt à vocation thérapeutique, qui est une approche permissive, qui vient de Milton Erickson, son fondateur, et l'hypnose conversationnelle, qui sont des techniques épurées, vraiment qui visent à influencer l'inconscient dans une conversation avec ou sans transe hypnotique. D'où l'importance de l'éthique, si j'ai bien compris, parce qu'il y a une relation de pouvoir qui s'installe. Et c'est ça qui est le plus joli, c'est quand je l'enseigne, c'est d'expliquer à chaque stagiaire ou à chaque personne qui participe à un cabinet public, à une conférence,
qu'en fait, le pouvoir, il est intérieur. Et puis, c'est la confiance qu'on donne à l'autre, et on est le plus influencé par nos proches, en fait. Parce que cette confiance est installée, et c'est pas des hypnotiseurs, c'est juste des communicants. Donc nous, vraiment, l'explication, c'est démystifier, rendre accessible, montrer que c'est des codes techniques de communication puissantes, et que cette éthique est centrale. Donc effectivement, on peut l'aborder sur l'aspect entreprise, pour révéler le potentiel d'une équipe, pour poser des questions orientées solutions, par exemple, pour ramener de l'humain au cœur de l'entreprise pour de vrai. Et puis en thérapie, pour dépasser un symptôme, permettre de penser différemment pour dépasser une problématique en lien avec une demande. Et pareil en coaching, dépasser une croyance limitante, une perception pour développer de nouveaux comportements. Pour les personnes qui souhaitent se former à la communication hypnotique, est-ce que ça demande des prérequis? Parce qu'il y a quand même pas mal de subtilités qui sont nécessaires. Il y a aussi de la créativité, de la fluidité, de la spontanéité qui est en jeu. Est-ce qu'il faut avoir des prérequis pour pouvoir se former à ces techniques? Alors c'est une question qui est encore pertinente, puisque souvent quand on a différents types de personnes qui viennent à nous par le site internet, il peut y avoir des personnes qui sont intéressées par l'hypnose dite de spectacle et qui imaginent que c'est quelque chose de magique. On va faire une initiation. En plus, si l'atelier s'appelle l'initiation à l'hypnose, là c'est un peu galère de rattraper tout ça. Donc il faut vraiment faire preuve de pédagogie. Et puis il y a des personnes qui ont un peu de crainte, c'est waouh, il y a tellement un niveau de maîtrise et de fluidité quand on voit un expert qui la pratique, c'est est-ce que je vais y arriver? La réponse c'est oui, puisque notre pédagogie est toujours pas à pas, progressive, et elle s'adapte au style du stagiaire. Et donc au début, ils commencent avec leur technique préférée, que ce soit des suggestions, indirectes, directes, camouflées. Ils apprennent à les décoder, et puis progressivement, ils vont gagner en confiance, développer leur style, un certain charisme, pour développer leur couleur de communicant. Et c'est très chouette à voir, c'est que lorsqu'il y a une soutenance à la fin, chacun présente avec vraiment tout ce qu'il est. Et c'est très émouvant. Vous consacrez quelques pages du livre à l'inconscient, l'idée de communiquer avec l'inconscient. J'aimerais vous demander quelle est la place de la psychologie dans la pratique du coaching. Est-ce qu'il y a une différence entre un thérapeute et un coach, et quelle est-elle? Ouais, alors il y a vraiment, puisque j'exerce les deux métiers, le domaine de la thérapie et du coaching sont séparés. Le coaching, je le fais en très bref, le coaching, on va répondre à une demande qui est plutôt orientée vers du développement en se basant sur le présent et le futur, et on va éviter en fait d'aborder tous les sujets qui pourraient être plus intimes, plus personnels, donc notamment le passé et des sujets notamment traumatiques. Donc vraiment, c'est le coaching, on est plutôt sur des questionnements, des techniques qui vont permettre à l'autre, de manière le plus neutre possible, de trouver ses propres solutions. La thérapie, il va y avoir une notion d'influence, de soutien, selon les approches, puisqu'il y a différents cadres de référence, qu'on soit sur une approche plutôt clinique, par exemple freudienne, lacanienne, jungienne, avec une notion de transfert contre transfert, que ce soit une approche cognitive comportementale, où là on pourrait se rapprocher de certains aspects du coaching, systémique ou maïotique. Donc vraiment, nous, l'enjeu, tel qu'on le pratique à l'ICH, avec des patients, mais aussi avec des clients en coaching, c'est d'intégrer ces 4 cadres de référence. Et quand on va former à l'école de coaching, en coaching humaniste, on va former à partir du cadre clinique, cognitif comportemental, maïotique, systémique, et avec 2 approches qui sont le constructivisme, c'est-à-dire d'abord avoir une représentation mentale d'objectifs, puis créer un parcours, comme on le vit en coaching, avec des actions qui permettent d'atteindre l'objectif. Et phénoménologie, c'est faire avec ce qui se passe au présent. Et là, il y a vraiment quelque chose dans la capacité de présence et l'écoute de l'autre et des ressentis, où on peut en fait faire émerger des vulnérabilités qui, quand elles sont révélées dans un espace de sécurité, le safe place, permet au coaché ou au client en fait de révéler son potentiel et d'être pleinement lui-même. Chromosome B. Vous utilisez une incroyable palette de ressources. Je voudrais en citer quelques-unes et vous demander rapidement quelques éclaircissements. Par exemple, vous parlez des suggestions. D'ailleurs, c'est un chapitre qui commence encore une fois par une référence à Inception, le film de Christopher Nolan. Est-ce que vous pouvez faire la jonction entre la technique et le film et nous expliquer ce que c'est? Alors le film, on pourrait le raccrocher encore à la pop culture. C'est dans Inception, si on le regarde avec des yeux d'hypnothérapeute, on voit qu'il y a vraiment, Christopher Nolan a fait
Vraiment un gros travail de fond, puisqu'en fait il est calé sur un modèle hypnotique, notamment avec des métaphores encastrées, des techniques d'amnésie, différents niveaux de suggestion, des métaphores elles-mêmes, et qui permet en fait d'intégrer aussi les techniques qu'on voit en cours, mais de manière visuelle. Donc le film, c'est un de mes préférés, vraiment il est très chouette. Donc j'invite chaque fois les étudiants en suggestion directe à le regarder. La plupart le font avant la fin de la formation. Et puis sur les suggestions, notamment en hypnose conversationnelle, c'est quelque chose qui est impalpable. Souvent quand je reçois un patient et que j'utilise que de l'hypnose conversationnelle, le risque c'est qu'il croit qu'il est juste discuté avec quelqu'un de sympa, même si on dépasse ses symptômes, même s'il se transforme et qu'il vous paye pas. Parce qu'il vient juste de discuter. Alors qu'en fait l'hypnose conversationnelle c'est en apparence juste une conversation, mais on va utiliser avec dextérité des suggestions directes camouflées, indirectes, mais vraiment un peu comme un virtuose qui jouerait une musique, et ça va toucher l'inconscient de l'autre, il va les intégrer et passer à l'action. Et c'est ça qui fait qu'une personne, entre guillemets, guérit ou se transforme. C'est vraiment très efficace. Il y a un exemple qui vous vient à l'esprit, Bertrand ? À quel moment, Sylvano, allons-nous réaliser un autre podcast ? Question ouverte orientée. À quel moment allons-nous travailler ensemble ? Qui induit que nous allons le faire déjà. C'est suggéré, mais de manière élégante. Et du coup, dans une conversation, ça passe bien. Et quand on discute avec un patient ou un client en coaching, du coup, il y a cette demande. Et puis, il y a un aspect un petit peu espiègle, puisque l'hypnose, quand on le vit de manière éthique, c'est très amusant, ça demande une certaine vivacité. C'est fun. Je dis souvent aux étudiants, ils s'en aperçoivent surtout à la fin de la formation. Et on voit le changement chez l'autre. Très rapide, même en séance. Justement, Bertrand Beauregard, vous parlez de l'humour. Là aussi, la pratique de l'humour, c'est pas quelque chose qui est facile pour chacun de nous. Comment on peut mettre ça en avant et l'utiliser comme un outil en coaching ? Alors l'humour, c'est quelque chose qui me passionne. Sur un plan technique, en termes de technique hypnotique, ça permet de décharger les résistances et de poser des suggestions juste après, sans qu'il y ait trop de défense, donc faciliter l'acceptation. Puis quand on aime rire, quand on aime l'autodérision, quand on aime l'autre, de manière générale, c'est assez facile. Pensez à vos amis, souvent vous sortez des blagues, elles sont bonnes ou mauvaises, mais en tout cas il y aura cet aspect un peu vif, créatif qui émergera naturellement. Puis il faut essayer si on en a envie. Puis il y a d'autres techniques, il n'y a pas que l'humour, donc c'est ça qui est chouette. Il faut trouver ce qui nous correspond le mieux. On trouve aussi à la fin du livre un glossaire. J'ai choisi 2 mots qui m'ont intrigué. Je voudrais en savoir un peu plus. Qu'est-ce que c'est qu'un fusible dans un exercice de coaching ? Ok, alors du coup le fusible en hypnose, c'est une présuggestion qui va cadrer l'expérience hypnotique, donc qui va sécuriser tout ce qui va se passer dans la transe hypnotique. Donc en fait, il peut y avoir un pré-talk. Un pré-talk, c'est quand l'hypnothérapeute, l'hypnotiseur, le communicant va expliquer ce qu'est l'hypnose, va proposer des phénomènes hypnotiques en les évoquant, et dans ce pré-talk, notamment en hypnose conversationnelle qui est très informelle, il va poser des fusibles, c'est-à-dire des suggestions, des recommandations presque, pour le conscient et pour l'inconscient, qui vont cadrer cette expérience et la sécuriser. Exemple, vous resterez simplement dans le positif, vous prenez que ce qui est bon pour vous, l'expérience sera centrée sur le présent et le futur, qui évite de faire une régression hypnotique. Donc c'est vraiment une sécurité pour l'autre, donc le patient ou le client, pour la relation d'accompagnement et pour soi en tant que thérapeute. Alors, l'idée, c'est de communiquer avec l'inconscient de l'autre, mais j'imagine que dans toute formation de coaching, on va communiquer avec notre propre inconscient et réussir à oserais-je dire, le dominer, le contrôler. C'est certainement pas les bons mots. Je vous laisse peut-être élaborer cette idée qu'il y a un énorme travail sur soi qui doit se mettre en place. Et qu'est-ce qu'on fait de notre propre inconscient à l'intérieur d'un exercice de coaching ? Alors souvent en fait à l'école ICH, puisqu'on forme au métier du coaching et de l'hypnose, nos étudiants disent que c'est au-delà d'une école qui forme à un métier, c'est une école du travail sur soi. Et donc du coup, nous on recommande vraiment chaque coach ou chaque hypnothérapeute en formation, c'est de faire un travail en psychothérapie. Personnellement je l'ai fait, l'ensemble de l'équipe de formation aussi, et on continue en supervision et en psychothérapie pour soi. Donc on fait travailler son inconscient, quels que soient les courants et les approches. Et puis après, quand on pratique l'hypnose au quotidien, ce qui est assez chouette, c'est qu'en fait on va créer des inductions hypnotiques, on va travailler, on va créer les images. Et forcément, en fait, parfois dans cet échange, selon les fusibles qu'on a posés, on va aussi progresser. Donc je me rappelle au début de ma carrière d'hypnose, il y a plus de 10 ans, il y avait des thématiques qui étaient résonantes.
Le patient amène des thématiques que l'on traverse soi-même. Et quand on crée les inductions, les solutions pour l'autre, il y en a certaines qui marchent. Et puis on s'aperçoit que dans sa vie aussi, quand on crée ces suggestions, ça nous impacte aussi. Donc c'est vraiment chouette, c'est que l'hypnose, ça permet de travailler sur soi, en auto-hypnose, ou même dans la pratique de l'hypnose elle-même, parce qu'on crée ces suggestions et ces inductions pour l'autre. D'où l'importance des fusibles. Bertrand Beauregard, comment influencer le changement? C'est l'ouvrage que vous publiez chez Hendrik Éditions ces jours-ci. C'est, comme vous le dites, vous parlez d'un format à la carte. C'est vraiment un ouvrage avec des lectures, plein de lectures sont possibles. Et c'est une porte d'entrée à d'innombrables savoirs et des approfondissements. J'en ai parlé tout à l'heure. On accède avec des codes QR à des vidéos, à des textes. Et c'est aussi bien pour les accompagnants confirmés que pour les personnes qui désirent aussi s'initier à la pratique du coaching. Je voudrais me séparer de vous, Bertrand Beauregard, en vous demandant une maxime, un proverbe, une citation, quelque chose qui pourrait caractériser votre relation au monde ou votre philosophie de vie. Donc une maxime ou une citation, souvent elles évoluent en fait. J'aime bien, je lis beaucoup, notamment des livres jaunis un peu anciens. Si vous regardez la bibliothèque l'ICH, elle est toute stabilotée. Et donc ça reflète un état d'esprit du moment. Mais il y en a une qui m'accompagne beaucoup et qu'on retrouve notamment dans l'ouvrage, c'est d'Irvin Yalom, puisque je suis très influencé par les courants humanistes, Carl Rogers, Abraham Maslow, Fritz Perls. Et les courants systémiques, mais Irvin Yalom vraiment fait un gros travail de fond de transmission, donc j'en suis touché par son approche, et il dit souvent que c'est la relation qui guérit. C'est-à-dire qu'au-delà en fait des techniques qu'on peut apprendre ou des courants, c'est vraiment la qualité, cette éthique relationnelle qui va favoriser un changement dans un accompagnement, que ce soit en thérapie, en coaching, mais aussi dans du management ou au quotidien. C'est vraiment cette éthique relationnelle, ce regard qu'on porte sur l'autre qui va transformer. Et puis il y en a une autre qui est d'un grand sage oriental, c'est Gyalwang Drupka, c'est que vos intentions sont basées sur vos valeurs, et elles sont connectées à votre cœur. Et donc ce que je recommande souvent, c'est, puisque je dis fréquemment en conférence que je fais le plus beau métier du monde et que je le souhaite à tout le monde, c'est d'être en accord avec ses valeurs, de révéler ses talents, d'oser, d'avoir le courage en fait de contribuer à sa manière à quelque chose de positif pour soi, pour l'autre et pour le monde. Et là, on s'épanouit vraiment. Je voudrais terminer par là où on a commencé, Bertrand, sur l'interculturalité. Vous êtes un grand voyageur. Je sais que vous avez animé des ateliers en Himalaya ou dans les favelas, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Qu'est-ce que vous y avez appris de plus précieux? Parce que là, on est loin de l'entreprise. L'humain. On a créé un modèle de questionnaire, un assessment psychométrique qui permet d'identifier les valeurs et les talents. Et souvent, quand je le dis en entreprise, donc un monde, je parle des favelas. Ça me permet de créer cette passerelle avec un monde qui est en apparence pauvre sur un plan matériel et très riche humainement. Et à chaque voyage, que ce soit dans les favelas, les zones rurales, tibétaines, himalayennes, ça a été toujours la connexion à l'autre, la rencontre, l'ouverture. Et apprendre sur soi et sur l'autre. Bertrand Beauregard, merci. Merci beaucoup. Chromosome B. Le podcast des éditions Hendrik B. Agitateur de neurones. Chromosome B. Retrouvez les ouvrages des éditions Hendrik B dans toutes les bonnes librairies et sur hendrikb-édition.com.